Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 4e édition du Cercle Top Exécutif d'HEC Alumni. Alors, notre sujet ce soir, c'est le CEO et l'exercice du pouvoir, un sujet passionnant. Quelle métamorphose? Et là est la question. Alors, le pouvoir, c'est vrai que c'est un sujet qui alimente tout un ensemble de fantasmes. C'est parfois même un dirty word, un peu comme l'ambition. C'est des mots qui sont parfois associés à des connotations négatives, parce qu'on pense pouvoir, on pense aliénation, tyrannie, on pense abus de pouvoir, on pense accaparement du pouvoir, etc. Ou le pouvoir qui rend fou. Enfin, on tombe vite dans Machiavel. Et pourtant, le pouvoir, il est nécessaire. Le pouvoir, c'est un moteur, c'est une motivation. Il est essentiel, voire indispensable dans le fait de diriger. Quand on est dirigeant, il faut bien prendre le pouvoir. Alors, puis le pouvoir, il ne s'impose pas toujours. Il peut se challenger, il peut être partagé aussi. Et lorsqu'il est sain, d'ailleurs, ne l'appelle-t-on pas le leadership? Christelle Heidemann, CEO d'Orange, qu'on écoutait pas plus tard que vendredi dernier lors des cérémonies diplôme à HEC sur le campus, devant à peu près 3000 personnes, elle rappelait que la génération de dirigeants actuellement au pouvoir avait connu 2 crises majeures, 2 révolutions majeures, selon ces mots. La première, la crise sanitaire, qui a explosé notre vulnérabilité à l'échelle planétaire, et la seconde, celle de l'IA générative, qui remet en question à la fois la production et la diffusion des connaissances, ainsi que le travail tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et elle soulignait en disant ça que l'importance en fait de remettre l'humain au cœur de la préoccupation des CEO aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que l'exercice du pouvoir, qui est un exercice, est presque plus que jamais complexe. Et c'est un art difficile à maîtriser qui demande de conjuguer probablement un peu de talent, une certaine compréhension du monde et de ses enjeux, un peu de chance peut-être, et surtout probablement du travail, notamment sur soi. Alors, sans plus attendre avec ce panel et toute l'expertise que vous allez partager avec nous, on est très, très pressés de vous entendre. Moi, j'aimerais bien qu'on démarre sur un peu ces mythes et réalités du pouvoir. Je peux commencer par vous, Thierry. Le CEO, est-ce que c'est encore le héros de l'histoire avec toutes ces transformations du monde? Déjà, je ne sais pas s'il y a encore une histoire. C'est-à-dire que toute la difficulté, c'est d'arriver à passer du matériel au symbolique. On a des entreprises qui sont de plus en plus gouvernées par les chiffres, de plus en plus dématérialisées, paradoxalement. Moi, j'ai des clients, si je ferme les yeux, je ne sais pas dans quel secteur ils travaillent. Je ne sais pas si c'est de la pharma, je ne sais pas si c'est de la grande conso. On parle de process, on parle de KPI, mais on parle de quelque chose de très dématérialisé. Et paradoxalement, la seule chose qui peut donner du sens, comme vous dites, à un rôle héroïque, c'est le symbolique. Et en fait, toute la difficulté quand on est dirigeant, c'est pas seulement d'être là sur une performance matérielle, mais c'est d'être là sur une contribution symbolique. Et c'est quoi le symbolique? C'est effectivement l'histoire, le mythe. Quel est le mythe fondateur de l'entreprise? Si on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir. Donc, sur quelles valeurs on travaille ensemble? Et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais moi je trouve que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fait société? Une entreprise, si c'est une plateforme de gens indépendants qui travaillent, on n'a plus besoin de CEO. On a besoin juste d'une bonne connexion Internet et d'un directeur financier qui envoie les fiches de paye en temps et en heure. Mais blague à part, il y a une histoire, il y a un mythe fondateur, il y a des actes, des faits d'armes qui font qu'on est là et qu'on n'est pas là par hasard. Est-ce qu'on est dirigeant de droit divin dans une entreprise familiale ou est-ce qu'on est là par la méritocratie? Tout ça, ça colore le rôle. Donc, être le héros, moi j'écrirais héros AULT, c'est-à-dire quel est le drapeau qu'on plante et quel est le drapeau que je défends. Et mon impression, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, il faut voir ce qu'on appelle dirigeant, ce qu'on appelle CEO. Vous avez employé le mot de CEO. À l'origine, CEO, c'est un mot de l'armée américaine. Donc, on voit que ça renvoie à un imaginaire d'autorité hiérarchique, patriarcale, on dirait aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que le CEO aujourd'hui, c'est un Chief Evangelist Officer. C'est-à-dire ce qu'on lui demande, c'est de communiquer avec les stakeholders. Job impossible.
job impossible, puisque par définition, les stakeholders n'ont pas les mêmes visions du monde, n'ont pas les mêmes attentes. Je vais raconter une anecdote. Moi, de 2002 à 2012, j'ai enseigné à HEC, à l'ISA, ça s'appelait. Donc, peut-être parmi vous, il y en a qui ont fait l'ISA. Maintenant, on dit MBA HEC, c'est beaucoup plus chic que l'ISA. Et le titre de mon cours, c'était Who wants to be a CEO? J'avais plein d'élèves, plein de nationalités différentes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un tel intitulé de cours aurait du succès. Pourquoi c'est un job impossible? Parce qu'en fait, il y a 3 figures possibles du héros. Être CEO d'entreprise, voilà, la première, c'est d'être un peu le sportif de haut niveau. Ce fantasme-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé tout en haut de la pyramide et on est plus performant que les autres, on génère davantage d'EBITDA. Au passage, c'est quand même un tour de passe-passe de faire croire que la rémunération du dirigeant doit être reliée à la performance de l'entreprise. C'est du marketing perso, mais on sait bien qu'il n'y a pas de corrélation immédiate. Donc, on héroïse les patrons en leur laissant croire qu'ils sont des figures comme Jack Welch, et ça ne s'est pas très bien fini pour Jack Welch. Ça ne s'est pas très bien fini pour Emmanuel Faber. Donc ces figures qu'on héroïse, en fait, elles sont épuisées, parce qu'un sportif de haut niveau, l'essentiel, on sort de Roland-Garros, donc je pense que vous avez en tête ce que c'est qu'un sportif de haut niveau. C'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à s'entraîner, c'est quelqu'un qui gère les temps de récupération. Moi, mon métier, c'est d'accueillir des gens qui prennent plus de temps de récupération, qui justement sont épuisés. Et s'ils sont épuisés, le sens aussi est épuisé. Le deuxième archétype, c'est pas le sportif de haut niveau, c'est l'homme sandwich. C'est-à-dire qu'il est censé être les Américains disent le beacon, c'est-à-dire le porte-étendard, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il doit porter les couleurs de l'entreprise, il doit communiquer finalement, c'est un super directeur de la communication vis-à-vis des marchés quand la boîte est cotée, vis-à-vis du conseil de surveillance. Et de ce point de vue, moi j'aimerais bien entendre les réactions des uns et des autres tout à l'heure, mais c'est pas du tout pareil d'être dirigeant salarié et d'être dirigeant entrepreneur. Il faudra employer des mots différents. Pas du tout les mêmes réalités. Bruno nous le dira peut-être, mais c'est pas du tout les mêmes expériences de vie. Ils voient pas le monde de la même façon. Ce matin, je voyais un ancien client, il est entrepreneur dans une entreprise d'agroalimentaire. Ce que le Covid n'a pas fait, la crise en Ukraine l'a fait, donc sa boîte, elle est exsangue. Il a enfin trouvé un repreneur. Il est très content. Parce qu'en ce moment, les fonds de private equity ne se précipitent pas pour reprendre des boîtes. Et il me disait, c'est génial parce que dans les repreneurs, on a 2 personnes qui viennent, l'un de Mondelez, l'autre d'une boîte, et je vois tout ce qu'ils m'apportent, qu'ils savent faire que moi je ne sais pas faire, le jeu politique, la relation avec les fonds, et puis je vois tout ce que moi j'ai su faire pendant 20 ans et qu'eux ne connaissent pas, le côté très opérationnel. Voilà. Donc, le côté homme sandwich, la difficulté, c'est que on voit davantage une politique d'image qu'une politique d'incarnation. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est les influenceurs, c'est les agences de relations publiques qui sont un peu emparées du discours du dirigeant. Et souvent, il ne l'écrit pas lui-même. Souvent, il est, starifié dans un discours qu'il est censé porter, mais il a du mal à y croire, c'est normal. C'est-à-dire que la volatilité de son marché, la volatilité même de son écosystème, de ses collaborateurs, c'est très difficile d'avoir une marque employeur qui est alignée avec une marque business. Et la troisième chose, je me dépêche, c'est le côté moine soldat. Entre nous, être CEO aujourd'hui, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que c'est être seul, faire vivre un COMEX qui doit coller aux attentes de la société civile, donc répondre à des attentes de D&I, de compliance, donc avec de la discrimination bien, comment on dit, positive un peu partout. Et en même temps, avec un agenda qui est celui d'un ministre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains patrons d'entreprises qui ont une responsabilité beaucoup plus grande que celle d'un homme d'État, sauf qu'ils ne sont pas préparés à ça. Ils sont préparés à piloter un compte de résultat. Et donc, on ne s'improvise pas dirigeant, on ne s'improvise pas CEO. Je ne suis pas sûr que ça s'apprenne. Je ne sais pas si ça s'apprend à HEC. Moi, j'ai l'impression que ça s'apprend après. Et surtout, ça s'apprend en désapprenant les croyances qu'on a sur CEO. Donc, Chief Evangelist Officer, je ne sais pas qui a envie d'être CEO aujourd'hui. Alors, à vous entendre, c'est quand même très, très compliqué, voire job impossible.
vous l'avez dit. Alors, je me tourne vers toi, Émilie, puisque tu as repris les rênes de Christophe il y a 2 ans et demi, avec beaucoup de succès visiblement dans le redressement de cette entreprise. Donc, ça paraît quand même un peu possible. Comment tu le vis sur le terrain, cet exercice du pouvoir au sein de ton entreprise? Je suis hyper fatiguée. Je vais être très honnête. Donc, sportive et au bord de l'épuisement. Non. Je pense que c'est hyper important, humblement, je suis totalement alignée avec ce que vous dites. En fait, on n'est jamais prêt. Mais je vais parler aux femmes ou aux mères dans la salle. C'est comme quand on est prêt à avoir un bébé, on n'est pas prêt, quoi. Parce qu'on pense savoir et en fait, on ne sait pas. On pense avoir appris et en fait, on a besoin de tout sauf ce dont on a appris. Je peux partager, j'ai une copine dans la pièce avec laquelle je partage un forum de femmes dans lequel on échange beaucoup, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs, ce forum. Et quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, elle était à ce dîner et je leur ai dit, je ne sais pas du tout comment je vais y arriver, c'est beaucoup plus gros que moi. Parce que la complexité d'une maison qui a 200 ans d'histoire, un orfèvre connu, reconnu, probablement la plus grande marque de luxe il y a encore 150 ans, avec Cartier, c'était les 2 maisons les plus connues et reconnues mondialement. Et puis la chute. Je pense que on commence à guérir quand on accepte d'être malade. Donc il faut assumer que la maison Christophe n'a plus du tout la superbe qu'elle avait. Et donc reprendre une maison qui sort d'un plan social économique et qui est passée d'un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à 50, c'est terrible, surtout quand on a 36 ans, parce qu'on se dit, mon Dieu, si je la prends sur les pieds à 36 ans, ma carrière est foutue. Enfin, je veux dire, qui derrière va me refaire confiance? Donc c'était très risqué et probablement totalement inconscient avec un peu de recul. Et en même temps, je pense que le côté évangéliste est un terme très important que je me permettrai de te piquer. Parce que oui, en fait, à partir du moment où on arrive à y croire, en fait, finalement, le rôle de CEO, c'est ni plus ni moins que être un espèce de gourou, d'une certaine manière. J'aime pas le terme, mais c'est un peu ça quand même, pour embarquer les gens dans une stratégie, dans une vision, pour qu'ils soient suffisamment assez fous pour finalement vous suivre. C'est un peu ça le truc. Alors, tu disais, Marguerite, tout à l'heure, de la chance, c'est une évidence. En ce qui me concerne, et je suis là pour vous partager mon expérience personnelle, c'est évidemment la rencontre avec la famille Chaloub. Voilà. Beaucoup de travail, c'est juste la base. Donc, c'est 16 à 17 heures par jour. Voilà. D'où mon changement de nom récent. Donc, il faut aussi savoir que ça peut avoir des conséquences sur la vie personnelle qui sont importantes, des sacrifices qu'il faut aussi être conscient et difficile à assumer en tant que mère ou en tant qu'épouse ou ex-épouse. Donc voilà, toutes ces choses-là, est-ce qu'on est préparé? Absolument pas. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, évidemment. Et quand on a la chance que ce soit pour redonner une superbe à une maison aussi sublime que celle que je peux aujourd'hui piloter, quelle chance finalement. Donc, est-ce qu'un rôle de CEO est finalement ce qu'on recherche au début d'une carrière, si on cherche un bien-être, un équilibre personnel et professionnel ou une reconnaissance? La réponse est non. Voilà. En revanche, si on recherche un épanouissement à donner du sens, à remotiver des gens avec des valeurs, à aller chercher des nouveaux marchés, à apporter une vision peut-être plus féminine en ce qui me concerne ou plus moderne sur une nouvelle génération, donner envie d'acheter de l'argenterie à une génération X ou Y, c'est un challenge. Voilà. Et si on n'a pas peur du vide, alors, et surtout pas peur de se casser la gueule, pardonnez-moi l'expression, parce que la prise de risque et la mise en abîme est absolue, alors c'est l'éclate. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est si ça marche. Et j'ai cette chance depuis 2 ans. On a fait 52% de croissance en 2 ans et demi. On perdait en moyenne 12 millions d'euros par an pendant quasiment 30 ans. Et on accède à la profitabilité cette année. Donc oui, ça vaut le coup. Bravo. Merci. Mais c'est les équipes, c'est pas moi. Et le vrai rôle du CEO, c'est de savoir s'entourer. Parce qu'en fait, nous, CEO, on ne fait rien que de piloter ceux qui font. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Ça, je déteste quand on dit les CEO ne sont pas opérationnels.
Dans une boîte comme Christophe, évidemment, on est obligé d'être opérationnel. On a une usine avec 270 personnes en Normandie, au fin fond du 76, pas à Deauville. Donc, il faut aller 2 jours par semaine à l'usine. Il ne faut pas y aller dans son look de parisienne qui est très important pour aller au comité Colbert comme ce matin, mais il faut aussi savoir mettre des chaussures de chantier, parler à des artisans, des ouvriers. C'est de la métallurgie, donc c'est germinal. Donc c'est aussi une capacité à être un caméléon, piloter un COMEX le matin, reporter ses chiffres à Patrick Chaloub l'après-midi et le lendemain matin être à l'ouverture de l'usine à 6h30 à 2h de chez soi. Donc c'est un jeu de jambes intense. Et oui, je pense qu'un rôle de CEO est très formateur. Et j'utilise le terme de formateur parce qu'en fait, on n'est jamais formé à ça. Voilà, je ne pense pas qu'on soit formé à ça. Je pense qu'on apprend sur le terrain. À t'entendre, tu es la super-héroïne de ton entreprise. Hein. Et je le dis avec énormément de respect et de déférence par rapport à tout ce que tu as exposé. Il semblerait que tu as pris la place, finalement. Tu as occupé cette sphère du pouvoir, non seulement avec succès, mais aussi avec un dévouement qui rappelle un petit peu le profil du moine soldat dont parlait Thierry à l'instant. Et je me tourne vers toi, Bruno, puisque tu as aussi longuement écumé le poste. Est-ce que toi, tu as pu observer un changement dans la manière d'être au pouvoir dans l'entreprise Oui, à ton niveau? C'est une bonne question et j'adhère à pas mal de choses qui ont été dites, mais j'ai une vision quand même beaucoup plus positive personnellement. Je trouve qu'être CEO, c'est une magnifique aventure humaine. On peut, si justement on délègue, on a des super équipes, pas sacrifier complètement sa vie privée. Et j'espère qu'il y a plein de jeunes ou de moins jeunes ici qui sont très heureux de vouloir l'être ou de l'être. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais que vous gardiez aussi en tête, c'est qu'il n'y a pas que des personnalités qui sont dysfonctionnelles en tant que CEO. On peut très bien s'éclater. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, Marguerite, le job a beaucoup changé. On parle de pouvoir. Un CEO, il a des devoirs aussi. Il est là pour motiver un groupe, pour transformer. Et c'est ça qui a beaucoup changé depuis 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on regardait surtout les résultats financiers. Aujourd'hui, vous avez un rôle, par exemple, la diversité. Comment vous développez la diversité? Quel rôle vous jouez en termes de développement durable, transformation de la société, etc. Donc, la palette de responsabilité du CEO est beaucoup plus large aujourd'hui, je dirais, en termes de responsabilité par rapport à la société, qu'elle l'était il y a 30 ans. Même s'il y a 30 ans, il y avait déjà des CEO qui étaient très concernés par ce type de sujet. Mais c'est essentiel. Donc, le pouvoir a changé parce que ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que vous ne devez plus simplement délivrer du profit, mais vous devez délivrer un purpose, contribuer à la société, etc., tout en continuant à développer évidemment le business. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le monde est devenu extrêmement complexe. Moi, j'ai eu des postes équivalents il y a 20 ans, encore que pas tout à fait, mais le digital n'était pas aussi présent, la vitesse n'était pas aussi rapide. Et puis, aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les business sont disruptés. Quand tu mentionnais la patronne d'Orange, bon, ChatGPT, c'est un changement, mais les disruptions, ça fait 20 ans que ça dure. La banque a été disruptée, la grande conso lait par Amazon, etc. Donc, un patron, il est là pour penser comment son business peut être disrupté et comment se réinventer avant d'être irrelevant, comme on dit en anglais. Donc, c'est passionnant comme job. Vous devez à la fois gérer en permanence l'urgence, les crises, une grève là, un conflit en Ukraine ou en Russie, le Covid, etc. Mais en même temps, toujours se projeter, OK, quel sera mon business dans 3 à 4 ans? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, nouveau parce que la vitesse de disruption est très rapide. Quand j'en parle à HEC aux étudiants et aux sociétés, je leur dis toujours, sous forme de plaisanterie, un grand patron, aujourd'hui, il doit être un positif paranoïde. Oui, alors ça paraît un peu... Donc positif parce que vous projetez toujours l'avenir, vous emmenez des équipes vers des projets, vous construisez des choses qui sont passionnantes, mais en même temps, vous devez toujours faire attention à qu'est-ce qui peut arriver sur mon marché qui fait que vous allez perdre votre business.
ça peut être de la géopolitique, ça peut être quelqu'un qui passe par les coups, quelqu'un qui réinvente ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas toujours en mouvement, votre business, il risque d'être sans valeur, ça peut être dans un an même. Hein. Et d'ailleurs, vous regardez les 50 plus grosses sociétés du monde, il y en a 40 qui n'y étaient pas il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y en a autant qui sont sortis. Je vais juste vous donner une anecdote. Il y a quelques années, j'étais à Davos et puis je rencontrais Daniel Zhang, qui était le président d'Alibaba, qui avait pris la place de Jack Ma et qui vraiment gérait le truc. Puis bon, effectivement, même si ma boîte était assez grosse, comparé à ce qu'il faisait en Asie, j'étais pas super intéressant pour lui et j'essayais de trouver le point d'entrée pour qu'il ait vraiment une envie de faire du business. Et il a tilté sur une chose. Il m'a dit, vous faites partie du groupe Henkel, 140 ans. Comment vous avez fait? Je me demande si je serai encore présent dans 5 ans. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. D'ailleurs, regardez ce qui est arrivé à Alibaba, hein, changement politique en Chine, montée de TikTok, etc. Et ils sont énormément en difficulté. Donc le rôle de dirigeant, c'est ça, c'est construire l'avenir, mais en même temps être toujours prudent et voir ce qui peut arriver, les disruptions qui vous obligent et qui vous motivent à vous réinventer. Et emmener des équipes dans ce beau projet. Donc je trouve ça passionnant, personnellement. Et voilà, je dis que le job de CEO a encore, j'espère, un bel avenir, mais avec les équipes, bien sûr, parce qu'on ne fait pas ça seul. Et alors, merci Bruno, parce que c'est quand même bien de remettre un petit peu de positif dans notre tableau. Si je ne me trompe pas, vous avez mené l'enquête auprès de vos clients chez Robert Walters Management de Transition. Donc j'aimerais beaucoup vous entendre sur un peu ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes finalement de cette enquête. Et peut-être plus spécifiquement, si vous avez vu des tendances se dégager par rapport au type de personnalité, de secteur, de taille d'entreprise ou que sais-je. Bien sûr. Alors pour redonner un petit peu de contexte, c'est vrai qu'on accompagne au sein du management de transition des entreprises, et notamment leurs CEO et comités de direction, dans leur transformation, et pas que. Et du coup, on a fait le choix d'interviewer, de mener des entretiens individuels avec certains d'entre eux, issus, on a pris vraiment des secteurs assez variés, aussi bien issus de l'immobilier que de l'agroalimentaire, que du digital, et aussi issus de structures tout à fait différentes. C'est-à-dire que certains font partie de grands groupes du CAC 40, d'autres de PME familiales, ETI et également de start-up. Et en fait, dans ce contexte-là, donc on a eu plusieurs regards croisés et on a fait 2 constats. Le premier, c'est qu'il en ressort clairement voilà, l'entreprise n'est pas un lieu de démocratie. Il y a besoin d'une tête de pont qui donne des lignes directrices. Alors ça paraît bateau comme ça, mais c'était important pour les CEO de le repréciser. Et on en reviendra plus tard, ça s'expliquera. Ça, c'est le premier point. Évidemment qu'on est très loin de cette notion de paternalisme ou de pouvoir très top-down. Tout ça, on s'en éloigne vraiment. Et justement, de plus en plus, il y a une tendance à aller vers un pouvoir plus collaboratif, participatif, qui est attendu aussi des comités de direction et des salariés au sens large. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a constaté, on a identifié les carrières, les profils, les différents CEO qu'on a interviewés. Et la plupart d'entre eux sont des profils qui ont au minimum 25 ans d'expérience professionnelle, à l'exception de certains. Mais ça reste encore une tendance trop peu présente. On a entendu parler dernièrement de la CEO de Leroy Merlin. Vous êtes aussi en chair et en os ici présente. Voilà. Mais la tendance est encore trop peu présente. Et évidemment, j'enfonce une porte, les CEO les plus jeunes, entre guillemets, sont ceux qui aujourd'hui ont monté toutes ces startups qui ont fleuri post-Covid. Et ce qui n'est pas inintéressant, je précise aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi contacté, nous, par ces CEO d'entreprise pour les accompagner au moment où leur structure est en train d'exploser, pour être aussi accompagnés. Non pas que je vous fasse du pied, pas du tout, absolument pas. Pas du tout. Mais c'est important de se dire, voilà, pour avoir ce besoin d'avoir quelqu'un qui accompagne, parce qu'il y a ce regard extérieur et il y a surtout aussi cette expérience opérationnelle. Vous parliez tout à l'heure d'opérationnalité, et clairement, c'est une notion
qui fait sens pour tout le monde aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais quand même rebondir sur l'entreprise n'est pas une démocratie. Je pense que certains, beaucoup peut-être dans la salle seront d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce pouvoir top-down versus un peu de bottom-up, peut-être dans certains moments particuliers de l'entreprise, Émilie, par exemple, quand tu arrives dans une entreprise qui fait des pertes depuis 30 ans, qui est tout à fait en deçà de ses performances, qui a perdu le prestige de sa marque, est-ce qu'on prend le pouvoir de manière dictatoriale ou est-ce qu'on fait du pouvoir distribué, partagé pour arriver à redresser une situation comme ça? Alors, je vais parler que de mon expérience personnelle, mais je dirais qu'il est impossible, je pense, d'arriver dans une entreprise en étant un grand sachant. Je pense foncièrement que c'est une erreur. Parce que même si on arrive dans une entreprise dans laquelle on a potentiellement 20 ans d'expérience, on ne connaît jamais une entreprise tant qu'on n'y a pas évolué, en fait. Et il y a très peu, je trouve, de ponts ou de similitudes, même si c'est dans un marché similaire. Personnellement, chez Christophe, mon expérience a été, au contraire, de ne recruter que des experts dans leur secteur pour m'accompagner au sein de mon comité exécutif. Et je n'ai embauché que des personnes bien plus brillantes que moi et bien plus d'expérience que moi, sur leur business unit. Alors évidemment, je vais être claire, sur la métallurgie, c'était une évidence que ça allait être nécessaire, mais j'ai envie de dire à tous les niveaux. Un expert en finance, c'est une évidence, un expert en RH, c'est une évidence. On va dire ça, c'est des fonctions un peu que rares CEO ont. Mais il est aussi important d'avoir des experts en marketing digital, en branding, en communication. Moi, je considère que dans mon comité exécutif, on est 9, je n'ai que des experts, des personnes bien plus brillantes et bien plus expérimentées que moi. Et je leur dis à chaque COMEX, ce qui compte, c'est la force, je pense, du tout. C'est l'addition. Donc, je ne crois absolument pas au CEO en termes de pouvoir, dans le sens décisionnaire. Je crois à la force du CEO dans sa capacité à travailler l'addition des forces et des expertises du tout. Je suis au contraire extrêmement positive et je suis convaincue que j'ai des choses à expliquer sur les succès de Christophe dans cette capacité de l'addition. J'ai moi-même souffert dans d'autres comités exécutifs de peut-être pas avoir été assez entendue sur mon expertise que j'estimais avoir à l'époque. Et en ayant bien conscience de cette expertise-là, je savais aussi quelles étaient les expertises que je n'avais pas. Et je pense qu'un bon CEO, c'est aussi celui qui est capable de savoir ce sur quoi il est peut-être bon et ce sur quoi il n'est absolument pas bon. Et je pense que la force d'un CEO, c'est d'avoir cette connaissance de lui-même pour savoir quelles sont les forces vives qu'il va pouvoir amener dans son comité exécutif pour retourner potentiellement une boîte. Et c'est ça aussi, je pense, la difficulté, c'est de ne jamais prendre, même si on a des bons résultats, le melon, ou parce qu'on a les clés, ou la signature, ou le mandat social, ou finalement le reporting à l'actionnaire, parce que c'est très facile, parce qu'on est tous humains, d'avoir tendance à empiéter finalement sur ce pouvoir-là. Et je suis convaincue que le succès, c'est l'équipe. Voilà, tu as fait un pont avec le sport de haut niveau. Pour moi, même un grand sportif de haut niveau, le Joko, il a un coach derrière. D'ailleurs, je pense qu'il est très important que tous les CEO se fassent coacher. C'est pas un abus de faiblesse. Moi, je suis coachée, j'ai 2 coachs différents sur 2 sujets différents. Et je pense un coach sur le personnel et un coach pour l'équipe, pour l'animation de l'entreprise. Et j'ai absolument pas de... Enfin, je veux dire, je suis très fière de ça. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que je ne pouvais pas te laisser finir là-dessus sur l'aspect positif. Je pense qu'intrinsèquement, un CEO est obligatoirement positif. Mais après, je suis obligée d'être honnête avec vous aussi ce soir. Si on est là pour témoigner, on est aussi là pour parler franchement. On va pas tout le tableau n'est évidemment pas rose. Donc oui, c'est très fatigant. Par contre, je suis extrêmement positive. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Et si on me le reproposait demain, et si j'avais la chance de le refaire demain ailleurs, je le referais 100 fois. Donc je reste extrêmement positif là-dessus. En revanche, il ne faut pas sous-estimer la quantité de travail que ça représente. Et il ne faut pas sous-estimer la pression, surtout dans un actionnariat familial que tu connais en plus,
qui peut être extrêmement exigeant et évidemment chronophage. Donc, il ne faut pas sous-estimer la pression. Mais je reste évidemment extrêmement positive sur la chance qu'on a quand on a ce niveau de poste. Parce que mon Dieu, mais quelle chance d'avoir des équipes au Japon, aux États-Unis, voilà, quelle richesse humaine. Enfin, je veux dire, c'est évidemment, ce n'est que du positif. Par contre, il faut être armé. Alors, peut-être la parole au coach en réponse, puisque tu mentionnes le coaching. Thierry, quand on préparait ce petit moment tous les deux, tu m'as mentionné cette expression, j'espère ne pas la déformer, s'y croire ou y croire. Et alors, quand j'entends Émilie parler de ne pas prendre le melon, j'ai envie de te demander ce que tu en penses, justement. Quelle est cette... comment on trouve la ligne fine entre se projeter, donner une vision, être incarné, et puis sans s'y croire? Je ne sais pas, c'est les praticiens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Moi, je suis très touché par ce que dit Émilie. Pour moi, la clé, c'est l'humilité. Et donc, la capacité à encadrer des gens qui sont plus experts que soi, déjà, c'est un bon test. Je pense que si on devient dirigeant, c'est parce qu'on a un truc qui n'est pas comme tout le monde. Je ne sais pas si c'est une vocation, mais je reste persuadé que c'est une telle exigence, c'est un peu comme les alpinistes, on veut conquérir l'impossible. Et que ce qui est compliqué, c'est de durer, de ne pas être usé et d'être vu. On est tout le temps exposé. Donc, je trouve pour moi que la qualité d'un dirigeant, c'est d'abord de connaître ses fragilités, c'est d'abord de connaître son impuissance, parce que sinon on ne dure pas. Alors peut-être qu'être paranoïaque de façon raisonnable, c'est une façon d'être en bonne santé, je ne suis pas sûr. Ouais, mais même la paranoïa de Intel, elle conduit finalement à se confondre avec sa fonction. Je trouve que la plus grande difficulté, à la longue, c'est de ne pas se prendre pour le personnage que je joue. Parce qu'un jour, ça s'arrête. Et moi, je suis désolé de dire ça, mais un manager salarié est révocable à tout instant. Et je vois beaucoup plus de gens désenchantés, alors peut-être positifs, mais désenchantés, de voir que du jour au lendemain, malgré le crédit, la confiance qu'ils pensaient avoir avec leurs stakeholders, du jour au lendemain, ils sont remerciés. Et sous prétexte qu'ils sont CEO, ils sont beaucoup plus maltraités que si ils faisaient partie d'un écosystème raisonnable. Donc le prix à payer est extrêmement lourd. Et dernier point, Émilie, elle incarne pour moi, alors je ne sais pas si tu es en conscience, mais ce qu'on appelle le servant leadership. Le servant leadership, c'est un courant très fort qui consiste à dire que le dirigeant, il n'est pas au-dessus, il est derrière, il est en dessous, il est manager coach si on veut. Et donc avec cette conscience de ces failles, c'est parce qu'on a un truc en moins qu'on devient dirigeant, c'est pas parce qu'on a un truc en plus, c'est parce qu'on a besoin de se prouver quelque chose, c'est pas qu'on a besoin de réparer quelque chose, c'est qu'on a besoin d'incarner quelque chose. Pardon, mais s'il y a bien un truc qui rend fou, c'est le pouvoir. C'est pathologique le pouvoir, parce que c'est addictif. Donc un dirigeant qui est capable de mettre à distance le pouvoir pour se rendre compte que ce qui lui est demandé, c'est de déployer la puissance, et peut-être la puissance démultipliée des autres, là, ça devient un grand dirigeant. Et dernier élément, il y a un auteur que les anciens d'HEC connaissent forcément, que toi tu dois évoquer dans tes cours, c'est Henri Mintzberg. Mintzberg, il a écrit il y a très longtemps que ça n'était pas les dirigeants qui dirigent, c'est la technostructure qui dirige. C'est-à-dire c'est ceux qui sont détenteurs d'une expertise, d'une connaissance, etc. Donc on reparlera peut-être de la crise de la représentation et du rôle sociétal qui est attendu du dirigeant, mais moi je reste convaincu que être dirigeant, ça ressemble beaucoup plus à Saint François d'Assise, à une espèce de vœu de peut-être pas de pauvreté mais d'humilité, que à Rocky, quoi. Quand on est en crise, le monde est en crise, l'entreprise est en crise, qu'est-ce qui change? Dans la crise, il faut faire deux choses, je dirais. Il faut d'abord déterminer ce qu'on doit décider soi-même avec son comité de direction et très vite, parce qu'il y a des orientations sur lesquelles il ne faut pas attendre. Je vous donne un autre exemple. Vous vous souvenez du printemps arabe? Voilà, révolution partout, 50% d'évaluation partout. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut décider très vite. Bon, et après, il faut être sûr qu'on a des personnes localement sur lesquelles vous pouvez déléguer totalement. Donc c'est un mélange de déterminer là où vous devez, comme patron, décider avec votre comité de direction,
Et là, en revanche, où vous laissez vraiment la marge de manœuvre, parce que c'est en local souvent que les crises sont bien résolues. D'où l'intérêt de bien s'entourer des bonnes personnes, ce que tu disais tout à l'heure, Amy, hein. Ce qui est vraiment essentiel. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? En Oui, partie uniquement. complètement. Et j'ai envie de prolonger aussi cet échange. Tu parlais tout à l'heure de pression, notamment la pression de l'actionnaire. Mais on sait bien qu'il n'y a pas que l'actionnaire qui met la pression. Il y a aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, le monde extérieur, la géopolitique, l'inflation et tout un ensemble de pressions externes. Comment on la vit cette pression, Bruno? Comme tu disais, la pression, elle est lourde. Moi, vous voyez, s'il y avait des choses à refaire dans ma carrière, j'essaierais de faire de la méditation beaucoup plus tôt. Ça m'est venu beaucoup trop tard. Prendre ce recul, m'extraire de la crise, voilà, pour avoir plus de sérénité. Parce que l'humilité, c'est une chose, mais si on est humble, mais qu'on résiste mal à toute la pression, c'est compliqué, hein. Et on a tendance après, du coup, à se refermer, à être un peu seul, hein. Donc, justement, dans ces périodes de crise et de tension, méditer et aller vers les autres et pas exercer le pouvoir en solitaire, et ça rejoint un peu des choses que vous avez mentionnées avant, c'est essentiel, hein. Après, je parle de grosses sociétés et j'ai l'impression aussi, parce que maintenant je travaille avec des ETI, etc., un dirigeant d'une multinationale, il est seul, mais il y a toujours beaucoup de monde autour de lui. Un petit patron d'ETI, parfois la solitude est encore plus dure, hein. Et puis un patron d'une multinationale, oui, c'est vrai, il peut être évoqué du jour au lendemain, mais enfin, je vous le dis honnêtement, avec ce qu'il a gagné, c'est dur pour l'ego, mais c'est pas un drame absolu, en réalité, hein. Un patron qui a sa petite société et qui fait faillite sur ses biens propres, etc., c'est autre chose aussi, hein. Et je pense que le sentiment de solitude, il est encore plus grand. Donc, bien s'entourer, prendre du recul, chacun trouve sa façon d'être. La famille, hein, ce qui a été mentionné aussi, je pense que c'est super essentiel. Je pense qu'on commence à deviner quelques points clés, quelques conseils clés, s'entourer, cette posture d'humilité, cette sérénité qu'il faut arriver à trouver. Peut-être pour rebondir sur la question de l'entourage, Félicité, c'est un petit peu votre métier aussi d'aider les CEO à s'entourer. Alors, que vous ont dit vos clients sur ces sujets et c'est quoi le bon entourage à avoir autour de soi? Alors, le bon entourage, dans les échanges que nous avons pu avoir, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure que le CEO pouvait se sentir assez seul. C'est évidemment la majorité des retours qu'on a pu avoir. Et d'où il est attendu les collaborateurs attendent des CEO qui soient l'homme de la situation dans toutes les situations. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et pour ça, d'où l'importance de bien s'entourer. Évidemment, classiquement, le CEO est toujours entouré d'un directeur financier. Et vous avez parlé aussi de DRH. Le rôle du DRH aujourd'hui est de plus en plus important. Alors, on parle de business partner, qui est très galvaudé aujourd'hui. C'est quoi un business partner ? En fait, véritablement, on attend d'une politique RH qu'elle soit vraiment proche du business, du terrain. Et le DRH, en fait, est un baromètre social pour son CEO. Le CEO a besoin justement d'être entouré de personnes dont son DRH qui va lui remonter des informations terrain qui sont stratégiques pour lui. On n'a pas encore parlé, mais il y a une transformation sociétale du monde de l'entreprise. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le rôle du DRH là aussi est important. Donc, comment bien s'entourer ? Vous avez parlé d'expertise aussi tout à l'heure. Et avant tout, ce sont des experts qui sont recherchés et des personnes qui sont aussi proches du terrain. Ouais. Et je rebondis du coup sur le changement dans l'entreprise. Vous pensez à quoi ? Vous pensez au dialogue social ? Oui, notamment. Oui, surtout. Tout à fait. En fait, on constate
une transformation dans le dialogue social. De quel ordre? Alors évidemment, il existe toujours les NAO, il existe toujours ces différents accords qu'il faut renégocier ou négocier, mais est survenu suite au Covid différentes thématiques concernant la RSE, concernant la qualité de vie au travail, concernant l'inclusion, et tous ces sujets en fait sont quand même nouveaux. Et de plus en plus, les jeunes générations aussi, on n'en a pas encore tout à fait parlé, mais ce sont des points clés pour les attirer. Ils ont besoin d'être impliqués dans l'entreprise par rapport à ces sujets-là. C'est une notion qui est très importante. Certains nous ont parlé, je le glisse comme ça, je ne veux pas en faire une généralité, mais de gilet jaunisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gilet jaunisation? Donc en fait, certains ont constaté, ce n'est pas la majorité, je parle de 3 CEO en l'occurrence, mais ce n'est pas inintéressant, on peut ouvrir le débat peut-être, et puis en fait ce sont des jeunes générations qui outrepassent la classique organisation hiérarchique de l'entreprise, qui ne considèrent pas forcément les instances représentatives du personnel comme un moyen de communication non plus, et qui décident de passer leurs souhaits, leurs envies, leurs revendications par un autre biais. Directement. Exactement. Donc oui, dire que j'en fais pas une généralité. Je dis juste qu'il y a des courants qui sont en train de s'instaurer. Il faut y faire attention. C'est sûr qu'on a une nouvelle génération qui a envie d'être peut-être plus participative dans la prise de décision de l'entreprise, dans la direction que prend l'entreprise, dans les choix qui sont faits, dans la culture. Peut-être ce que nous avons les uns et les autres connu dans nos premières années dans les entreprises. Et aujourd'hui, est-ce que chez vous, chez Christophe, tu ressens un changement dans ce dialogue social? Est-ce que c'est toujours très catalysé par les syndicats? Est-ce que ça se fait en direct avec les équipes? Alors, Christophe est un bon exemple puisque c'est une maison qui est extrêmement syndiquée historiquement. Je le disais tout à l'heure, c'est avant tout de la métallurgie. 200 ans d'histoire, je veux juste rappeler aussi un peu d'éléments de contexte, je pense que c'est important. La maison Christophe a été créée en 1830 par Charles Christophe, qui est né lui-même en 1805. Il a fondé Christophe à 25 ans. Il était un génie de l'entrepreneuriat puisqu'il avait la vision de la première démocratisation du luxe. Des grandes maisons du luxe ont démocratisé en créant des toiles en plastique, par exemple, avec des logos de marque pour faire des sacs à main au prix de sacs en cuir, ce qui était brillant, on ne va pas se mentir. Charles Christophe l'aura fait en premier puisqu'il aura argenté du Myshore, du métal, et donc il a démocratisé. À l'époque, les grandes familles, les Pereire, les Rothschild, les Camondo, pour ne citer qu'eux, avaient que de l'argent massif. La révolution industrielle, le débarrage des magnifiques stations balnéaires, il fallait se déplacer avec son argenterie, sauf qu'on se faisait détrousser, donc il fallait que l'argenterie soit plus légère, il fallait qu'elle soit moins chère. Donc première démocratisation du luxe, montée de la petite bourgeoisie et arrivée du métal argenté. Donc évidemment, avec l'arrivée du métal argenté, un essor énorme. La première usine Christophe était rue de Bondy, dans le quartier des Orfèvres, donc sur l'ancienne place de la République, puisque après les grands travaux d'Haussmann, c'est devenu la place de la République, mais historiquement, c'était l'usine Christophe qui était sur la place de la République. Je vous raconte tout ça parce que c'est extrêmement peu connu. La maison Christophe, finalement, est assez peu connue dans son histoire. 3 choses importantes à retenir de la maison Christophe. La Statue de la Liberté a été faite par Christophe. Les 2 victoires de l'Opéra Garnier, vous passez devant tous les jours, c'est du Christophe. Les 3 portes de la magnifique église Saint-Augustin à Paris, c'est du Christophe. Le portail de l'Élysée, c'est du Christophe. L'escalier de Napoléon du Louvre, c'est du Christophe. Les Notre-Dame de la Garde à Marseille, c'est du Christophe. Voilà. C'est la plus belle marque de luxe en France, encore en vie, fournisseur de Napoléon III et de Louis-Philippe. Il y reste Guerlain, Christophe et Chaumet, sauf que c'est la moins bonne en communication. Historiquement très protestante dans sa façon de communiquer, et puis on ne parle pas d'argent. Culturellement, l'argent, c'est quelque chose dont on ne parle pas en public. Mon fils de 9 ans et demi, quand on lui demande ce que je fais comme métier, il dit « ma maman, elle fait de l'argent ». Autant vous dire que j'essaye, mais que je ne fais pas de l'argent. Mais je pense que c'est important de rappeler que du coup, dans une maison qui particulièrement travaille ce matériau précieux, c'est un vrai sujet en fait, quand on parle de comité d'entreprise et de syndicats. J'ai une représentation très forte de force ouvrière, de CGT et de CFDT, qui a été très active à ma prise de poste, avec sincèrement des demandes qui étaient tout à fait
honnête et juste. Je pense qu'il faut remettre la valeur de ces instances au centre du débat. Je pense que leur importance est essentielle. On peut avoir fait HEC et habiter dans l'Ouest parisien et penser que c'est très important de les avoir. Je pense que c'est essentiel que le dialogue social soit d'égal à égal. Et donc, moi, il a été tout de suite très important d'instaurer en personne et de surtout pas laisser des délégués sociaux et des délégués RH gérer les problématiques des comités sociaux d'entreprise ou les représentants des syndicats. Je pense le fait que je les reçoive moi personnellement et que ce soit moi qui me déplace dans leurs locaux pour les voir a été complètement game changer parce que je leur ai parlé justement sur ce pied d'égalité. J'ai pas toléré des manques de respect, j'ai pas toléré, j'ai aussi marqué le coup en faisant des exemples sur tous les débordements que j'ai pu avoir et j'en ai eu beaucoup. Mais pour autant, je pense que l'écoute et puis le respect, après tant d'années aussi de difficultés financières pour la maison, était évidemment hyper important. Donc je pense que c'est hyper important de rappeler la force de l'humain et de rappeler aussi que les comités sociaux d'entreprise ou les syndicats sont là pour aussi redonner le pouvoir aux salariés. Et toute proportion gardée, parce que je reste au niveau du patronat et évidemment dans la représentation de l'actionnaire majoritaire, notre rôle en tant que président, c'est d'être capable de parler à Monsieur Chaloub. Je le disais, tu me demandais ma récurrence, donc moi j'ai des one-to-one toutes les semaines. Donc je reporte bien à quelqu'un, on reporte toujours à quelqu'un, mais de la même manière, aussi régulièrement possible avec les comités sociaux d'entreprise. Et de donner même accès aux comités sociaux d'entreprise à l'actionnaire. Pourquoi créer des silos? Une fois de plus, je pense que c'est essentiel. Quand on met tout le monde autour de la table et qu'il y a de l'écoute et du respect, ça se passe finalement très très bien. Voilà. Donc je pense que l'humain, toujours l'humain. L'humain est le mythe fondateur, puisque ça semble quand même, c'est ce que Thierry disait en préambule tout à l'heure, c'est très important de refonder finalement la personnalité autour de ça. Le parcours, c'est vers quoi on veut aller. Hein, parce que ramener au passé, c'est bien, mais comme on veut construire l'avenir, c'est aussi ça qui attire aussi les jeunes d'ailleurs. Et on parlait des jeunes, c'est vrai qu'il y a un changement par rapport à notre génération, mais il y a quand même deux choses fabuleuses. Un, ils sont super concernés par la planète, etc., ce qui était quand même moins le cas dans notre génération. Et deuxièmement, il y a plein d'entrepreneurs. Donc les futurs CEO, ils sont CEO, ils sont là. Hein. Et ils ont la niaque. Ouais. J'en vois plein, c'est super. Alors justement, parlons un petit peu purpose, et puis je pense qu'après on va conclure cette partie de la table ronde pour pouvoir laisser nos camarades poser des questions également. On a un petit peu parlé de cette notion d'incarner la purpose de l'entreprise et de porter cette parole. Alors comment on se transforme quand on est dirigeant Garde le micro, Bruno. Quelle métamorphose vit le dirigeant lui-même quand il doit être sincère, authentique et dans l'incarnation? Tu veux dire à quel moment? Pendant quand il doit prendre son bâton de pèlerin et convaincre son organisation d'aller dans une direction. C'est peut-être plus de RSE, c'est peut-être réhabiliter l'histoire de la maison. Qu'est-ce qu'il doit changer en lui? Quel travail on fait sur soi? Tu parlais de méditation tout à l'heure. Oui, je pense qu'il n'y a pas de vrai changement impulsé avec une équipe par le CEO sans travail sur soi-même. Donc, voilà. Et je pense que là, il y a de plus en plus de demandes dans ce sens parce qu'on ne peut plus motiver des équipes aujourd'hui avec des KPI financiers, ça ne marche pas. Alors il y a un héritage, une histoire, mais après, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble pour l'avenir? Et si c'est pas authentique et si c'est pas ressenti par le CEO et son équipe dirigeante, ça laisse complètement lettre morte. Et ça se voit. C'est pour ça quand on dit... Il y a plusieurs niveaux du CEO, hein, on en parlera peut-être après, mais il y a quand même une figure du CEO. Le CEO est beaucoup regardé. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que bon, on cherche l'humilité et on peut l'avoir en parallèle, mais il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on fait est observé. Un CEO, il tourne, je ne sais pas dans combien d'états de pays, mais tu tournes dans beaucoup de pays, je suppose. Donc on va passer une journée dans un pays, et puis la semaine d'après, on est dans un autre pays, etc. Donc il faut que chaque moment... on communique des valeurs positives et pourquoi on est là tous ensemble, etc. Hein.
Et si on ne l'est pas authentiquement convaincu de ce qu'on fait, ou qu'on est crevé, ou qu'on est de mauvaise humeur parce qu'on a mal dormi dans l'avion, etc., les gens qui vous voient pour une journée, c'est ça qu'ils gardent comme souvenir. Hein. Ouais. Donc ça, effectivement, il faut vraiment être habitué. Donc, je dirais là, on apprend ça comme CEO à sentir que tout ce qu'on fait, même si on est humble, a de l'impact. Et donc, il faut faire très attention dans son comportement, à toujours communiquer des valeurs positives, être à l'écoute. Hein. Et ce qu'il ne faut pas désapprendre, je dirais, c'est aussi la curiosité intellectuelle, parce qu'au bout d'un temps, on est tenté toujours de prendre des décisions très rapides, etc. Et garder cette proximité, cette écoute des collaborateurs, écoute des consommateurs, écoute aussi d'autres marchés pour s'enrichir d'autre chose. Après, on se racornit. Hein. Et voilà, donc ça me paraît très important. On a vu récemment la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a déclaré forfait, hein, finalement, qui a admis ses limites dans l'exercice du pouvoir dans son pays, en disant, voilà, je laisse la place à d'autres, je suis épuisée, je fais de mon mieux. Mais je trouve ça magnifique, personnellement. À d'autres de prendre le relais. C'est vrai que c'est un message en termes de vulnérabilité du dirigeant qui était assez inédit, en tout cas à ce niveau de responsabilité. Et tout à l'heure, tu parlais de pouvoir au féminin. Est-ce que la vulnérabilité, c'est aussi... je pense que c'est une des premières à avoir fait ça, je dirais, publiquement. Hein. La question que je veux poser, c'est est-ce que être soi-même dans le rôle, aller jusqu'à ce niveau d'exposition de sa propre vulnérabilité, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait plus facilement quand on est une femme? J'espère pas, en fait. J'espère pas. J'espère pas diriger comme une femme. Je me souhaite pas de diriger comme une femme, ni de diriger comme un homme d'ailleurs. J'espère diriger à ma façon, avec mes erreurs, mes échecs et mes succès. Je pense au contraire que la seule chose que peut-être ont les femmes, c'est le côté multitasking en lequel je crois profondément. Je pense qu'on est formé tôt par la maternité souvent, malheureusement, voilà, c'est pas un cliché, c'est un fait. Je pense qu'on est le multitasking, oui, probablement. Maintenant, je refuse l'idée du quota. Voilà, ce serait un échec profond pour moi si c'était le cas. J'ai vraiment envie de croire à la méritocratie profonde. Je pense qu'il y a un pari qui a été fait sur moi, j'en ai toute conscience. J'avais ni les compétences ni l'expérience, ni l'âge requis, et puis encore moins le background dans les arts de la table, ou voilà. En revanche, j'avais la conviction et la capacité de travail. Voilà. Et donc la capacité de travail, elle n'est pas genrée. Je crois pas. Non, je suis d'accord. Bon, moi, en partie, la capacité de travail pas genrée, ça c'est évident. Mais je suis revenu sur les quotas. J'ai été contre pendant 20 ans. Et la vitesse de montée en puissance des femmes dans mes organisations était trop faible. Et j'ai mis en place des quotas pour que ça s'accélère, parce que ça ne bougeait pas assez. Voilà. Et malgré toutes les mesures incitatives, etc. Et par rapport à l'exemple que tu donnais, cette première ministre qui a démissionné, combien de fois j'ai eu des discussions avec des femmes qui disaient non, le genre ne vaut pas la chandelle, je préfère faire autre chose, etc. Alors que les hommes sont quand même accrochés comme des mollusques au pouvoir. Non, mais c'est encore le cas. Et il faut vraiment pousser pour arriver à plus de parité, etc. Alors en France, on l'a maintenant dans les supervisory boards, mais quand vous regardez les CEO, ce n'est pas du tout le cas. Hein. On est très loin. Et même la durée de vie des CEO femmes au niveau international, c'est super dur hein, comme milieu. Bon, c'est comme en politique d'ailleurs, dans beaucoup de domaines. Hein. Thierry, un mot sur la vulnérabilité du CEO au pouvoir? Ouais.
moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand chacun se met à parler à la première personne. Parce que dès qu'on essaye de théoriser ce que c'est qu'être dirigeant, on donne la parole à la partie de nous qui croit savoir, quoi. Et moi, je suis très touché quand tu racontes le moment où tu étais game over. Je trouve que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été CEO ? Une fois qu'on a atteint le Graal, on fait quoi après ? On déprime, on fait un burn-out, on écrit un roman, On médite. on est serial CEO, on écrit des bouquins sur ce que c'est qu'être CEO. Il y a quand même un pont aux ânes, c'est que, il y a le syndrome du hamster. Et donc, le seul moyen d'en sortir, c'est d'éviter le burn-out. Moi, j'ai pas su éviter le burn-out, et c'est ce qui m'a sauvé la vie, mon burn-out. Quand je vois des bouquins entiers sur comment éviter le burn-out, mais surtout pas, n'évitez pas le burn-out. Ça peut vous sauver la vie, ça peut vous faire prendre conscience que vous alliez très très mal avant. La deuxième chose, On c'est... a des controverses ce soir. Hein. Bah, je sais pas. La deuxième chose, c'est... voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que faire société ? Les millénials, ils n'ont aucune envie de venir travailler dans les entreprises dans lesquelles on bosse les uns et les autres. Ça leur fait pas du tout envie. Moi, mes enfants, je leur souhaite absolument pas de vivre dans les boîtes où je vois mes clients, parce que je suis un peu comme un médecin généraliste, moi. C'est un peu la maladie de Saxe. Ils viennent et je les écoute d'un endroit où ils ne sont pas écoutés, d'un endroit avec un accueil inconditionnel. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens qui s'ennuient métaphysiquement. Je vois des gens qui sont repentis ou en désintoxication. Parce que faire de l'argent, il y a un moment donné où c'est addictif, mais on se demande pourquoi. On inverse la fin et les moyens. Tu parlais de Machiavel tout à l'heure. Donc, c'est pas que j'ai une vision pessimiste des choses, c'est que matériellement, on nous demande d'être des héros et que en fait, ça se termine mal et que l'illusion que ça se termine bien est une illusion anthropologiquement folle qu'on peut laisser à Elon Musk. Je pense que se préparer à ce que ça s'arrête un jour, c'est ça être CEO. Et que pour moi, ce qu'on devrait apprendre à HEC, c'est peut-être dare, share, care, mais c'est surtout apprendre à échouer. Le plus difficile, c'est d'échouer. Et donc, si j'arrive à accepter l'échec, à en faire une valeur positive et à voir que derrière tout échec, il y a un apprentissage, il y a un enseignement, alors là, on va réinventer ce que c'est qu'être dirigeant. Parce qu'en fait, on mélange un peu responsable, dirigeant, décideur, entrepreneur, intrapreneur. Tout ça, c'est des mots pour désigner une situation de la période actuelle qui est postmoderne, qui est quoi ? Qui est l'effondrement des institutions symboliques. C'est plus l'État, c'est plus l'armée, c'est plus l'Église, c'est plus la famille, c'est l'entreprise. La preuve, c'est que CEO, c'est devenu... Moi, c'est le nom de mon cabinet, il porte le mot CEO parce que ça fait rêver, quoi. Mais en fait, le CEO ne peut pas être la nouvelle institution symbolique. C'est impossible ce qu'on lui demande. Donc, la dernière chose, c'est que je trouve... Moi, je bois du petit lait quand tu nous racontes ce qu'est Christophe. Parce que la vraie création de valeur, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce qui reste de symbolique au-delà de la rémunération de l'actionnaire ou de je sais pas qui. Moi, mes clients, ils viennent au cabinet pour réfléchir. Mais pas seulement pour réfléchir, reflect on themselves, faire de la méditation. Ça, c'est hyper important, évidemment. Avoir de l'intériorité, c'est ça la vulnérabilité. Mais pour réfléchir. Ils ne passent plus de temps à réfléchir. Je n'ai pas un client qui lit. Je ne dis même pas des bouquins, mais qui lit. Et donc, moi, je leur dis, tu vois, tu es dans la promotion immobilière, il y a un bouquin de management qui est super, qui s'appelle L'argent de Zola. Comment une bulle immobilière. Et ils le lisent et ils trouvent ça génial. C'est infiniment plus passionnant que tous nos bouquins de coaching. Donc, vive la vulnérabilité des dirigeants et vive la culture. Je voudrais réagir par rapport à ça. Ce que tu disais, apprendre et accepter l'échec. Pour moi, il n'y a pas de bon CEO s'il n'a pas eu au moins 3-4 échecs dans sa carrière, parce qu'il apprend de ses échecs. Ou dans sa vie d'ailleurs. C'est pas sa vie aussi. Donc, la vie personnelle et la vie pro, les deux. Un échec, ça peut être à 4 ans. Ça se mêle fortement. Voilà. Je ne sais pas, mais tous les CEO que je connais, ils ont eu des périodes super difficiles où ils ont eu des échecs, etc. Alors, est-ce qu'ils en ont tous tiré des conclusions ? Non, c'est clair. Mais quand même, une bonne partie de ceux que je connais, ils apprennent de leurs échecs et ils essayent de changer derrière. Et après, par rapport au rôle du CEO, parce que tu dis la vie d'après, elle peut être très bien. Si on a l'impression qu'on a fait quelque chose de passionnant pendant des années. Mais si on la prépare. Mais si on la prépare, ouais. Moi, juste là-dessus, quand même, parce que dans la posture du CEO, il y a au départ, il y a effectivement le côté que j'ai décrit qui
tout le monde n'adhère pas, mais le côté un petit peu guide avec l'équipe, vision, etc., est celui qu'on regarde en cas de crise, parce que quand le bateau est tangue, c'est quand même... On regarde comment la résilience du CEO aussi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est membre d'une équipe, parce qu'on est aussi dans le faire, ce que tu disais, et que je trouve très juste. Et puis troisième point, c'est aider les gens à grandir, s'effacer, préparer sa succession, se retirer. On est un passeur comme CEO. En fait, on passe à la génération suivante une histoire qui continue. Et quand on l'a bien fait, eh ben, on est content de partir. Ou du moins quand on a fait son possible pour bien le faire, parce qu'on ne fait jamais tout bien. C'est clair. Ben après, la page est tournée. Et puis, et on essaie justement de se concentrer sur cette partie-là. Vous voyez, moi, franchement, ma vie est loin d'être parfaite. Mais je me concentre sur la partie coaching, conseil d'administration, donc aider les sociétés à établir leur purpose, etc. Finalement, je travaille sur cette troisième partie du dirigeant et j'ai laissé tomber les deux autres. Tu es passé à la transmission. À la transmission. Et ça, je trouve ça passionnant. Alors, encore une fois, je ne veux pas décrire un monde de bisounours. Et je prends beaucoup de choses que tu as décrites et je pense que beaucoup de personnes qui viennent te voir, et moi aussi, j'ai eu des périodes très dures. Mais il y a une vie après CEO. À partir du moment où on articule bien cet aspect-là, que dans le rôle du CEO, il y a déjà cette transmission, la préparation des générations futures. On est là pour passer quelque chose. Si je peux me permettre un peu de positivisme par rapport à ce qu'on dit. C'est positif ce que je dis. En réponse à tout à l'heure. En réponse à Thierry, je pense. Oui, non, mais complètement. Ce que je pense qui est important, surtout, on parle de l'expression donner du sens dans les nouvelles générations. Oui. Donner du sens. Voilà. Je pense qu'avant tout, avant d'en donner du sens, il faut en trouver, surtout quand on est leader ou dirigeant. Et je pense qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si tu me rejoins, mais de ce que tu disais, je pense qu'on est alignés. Je pense qu'avant d'être capable de donner le sens potentiel, un des sens, parce qu'en fait, des sens, il y a des options, on en a plein. Quand on est président, on prend une décision, mais peut-être qu'il y avait 4 ou 5 bonnes décisions à prendre. On choisit une option parmi tant d'autres. Je pense que ce qui est surtout important, pour prendre du plaisir, parce que c'est un sacerdoce tout de même, c'est de donner du sens dans ce qu'on fait, mais surtout avoir un sens à donner. Et ce qui est très important, c'est d'être aligné dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et quand je parle des valeurs, ce n'est pas uniquement les 4 phrases qu'on trouve sur le site e-commerce quand on cherche nos valeurs. Voilà. Je ne parle pas de celles-là. Je parle vraiment des personnes pour qui on bosse. Moi, je pense que c'est ça le vrai sujet d'un CEO. C'est avant de donner du sens, les grandes phrases des grands CEO, tu en as cité quelques-uns qui n'arrêtent pas de dire « nous essayons de donner du sens à nos équipes ». Ouais. Alors, avant de leur donner du sens, c'est quoi ton sens à toi en fait ? La raison, voilà. Donc, profondément, moi, je bosse pour la Maison Christophe, mais je bosse avant tout pour la famille Chaloub. Et donc, je bosse pour des personnes qui ont ce give back parce que ça m'a parlé. Après 15 ans dans la mode, j'avais besoin de donner du sens à moi-même avant même de méditer. Et c'est pour ça que même si demain je suis dans l'échec, ça m'arrivera parce que je serai que la 27e présidente de cette maison. Donc finalement, rien, personne. Je vais juste passer le flambeau à celui d'après ou celle d'après j'espère. De pouvoir juste faire continuer la maison et qu'elle continue. Voilà, donc est-ce que réellement le deuil de finir quelque chose est difficile à vivre? Je ne suis pas sûre. Je pense réellement que ce qui compte, c'est de marquer de son empreinte dans des décisions qui nous ont semblé à l'instant T les plus positives possibles pour l'entreprise, en ne voulant surtout pas marquer de son nom, mais bien de ses actions. Et sur l'ère ou sur le mandat qui me concerne, RSE, inclusivité, voilà, parce que ce sont les sujets du moment et parce que c'est important de marquer aussi en fonction de son époque. Charles Christophe a été le premier à faire de la rétention sur les salaires pour pouvoir permettre aux femmes de partir en congé maternité. En son temps, c'était moderne. Moi, demain, ce sera d'avoir des bains d'argenture qui seront éco-responsables. Voilà. À chaque ère, sa nécessité, finalement. Et c'est l'addition du tout qui fera la continuité d'une maison comme celle que je représente aujourd'hui. Je vous remercie, cher panel. C'était vraiment passionnant. Bravo.